Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Cette journée de vendredi a été marquée par la déception et l'attente pour des milliers de lycéens, l'attente de Parcoursup. À 19h hier soir, la première phase d'admission n'a pas fait que des heureux, loin de là. Sur les 950 000 élèves qui attendaient leur affectation, ils sont très nombreux à exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux. Malgré une bonne moyenne générale, ils sont en attente sur tous leurs vœux. Et même si l'embouteillage s'est résorbé tout au long de la journée, même si des places se sont libérées, la polémique autour de l'algorithme de Parcoursup ne cesse d'enfler. Sophie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, s'en est défendue ce matin sur RMC. Aujourd'hui, non, ce n'est plus opaque. Et d'abord, Parcoursup, et ça je tiens à le dire, ce n'est pas un algorithme. Parcoursup, derrière, ce sont des commissions de vœux avec des gens, des enseignants-chercheurs qui regardent les dossiers, je dirais comme avant. Et Parcoursup, c'est une plateforme où les équipes rentrent les résultats des étudiants, des élèves, par rapport à leur dossier. Et Parcoursup, il y a maintenant de l'humain. On a essayé d'accompagner au mieux. Il y a encore des progrès à faire et on y travaille. Mais on a amélioré la transparence sur les critères. Chaque formation a une fiche avec tous les critères. On a raccourci le temps d'attente, ce fameux temps que l'on va vivre ce mois. Au début, c'était 107 jours. Aujourd'hui, on est autour de 40 jours sur la période que ce temps de d'attente, je précise pour... Mais du côté des élèves comme de leurs parents, c'est l'incompréhension et l'angoisse qui prédominent. Je vous propose d'écouter Dalila. Son fils, Naël, a 14 de moyenne générale et pourtant, il est en attente depuis hier. Ce qu'on peut constater, c'est que le système d'affectation n'est pas forcément clair. Il est quand même surprenant de voir qu'un bon dossier puisse se retrouver si loin sur une liste d'attente. Le manque de transparence, de personnalisation peut être décourageant, mais non seulement pour les élèves, mais aussi pour nous, parents qui accompagnons nos enfants. Peut-être que le système pourrait être amélioré pour mieux reconnaître le travail et le mérite de chaque élève. En tout cas, on l'espère. Et pour éclairer bien cette situation, nous avons la chance d'avoir un spécialiste maison. Oui, vous le connaissez forcément, Guillaume Ouattara, chroniqueur du Grand JT d'éducation, qui est expert Parcoursup depuis le lancement de la plateforme. Et il a expliqué ce matin en vidéo pourquoi tant d'élèves restaient sur le carreau. Si vous êtes sur liste d'attente partout sur Parcoursup en ce moment, sachez que c'est normal. J'ai vu passer aujourd'hui beaucoup de tweets, de TikTok un peu inquiets de personnes qui se retrouvaient partout sur liste d'attente. Je vais vous expliquer en moins d'une minute à quoi c'est dû. Sur Parcoursup, vous ne triez pas vos vœux. Donc concrètement, vous pouvez être admis à plusieurs formations à la fois. Alors qu'avant, dans l'ancien système, on classait nos vœux et on ne pouvait avoir qu'une seule proposition d'admission. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne peut avoir plusieurs propositions d'admission. Et donc, une personne qui a un bon dossier, toutes les formations vont avoir envie d'elle. Donc, elle va se retrouver prise partout. Et à l'inverse, tous les gens qui ont des dossiers un petit peu moins bons, ils vont se retrouver sur liste d'attente partout. Et vous savez quoi ? La clé, c'est la patience. Il faut attendre que les bons dossiers libèrent des places. Et comme ça, vous aussi, vous allez remonter. Alors, pas de panique, c'est pas que vous êtes mauvais, mais c'est juste que l'algorithme n'est pas fut-fut. Courage donc à tous ceux qui sont en attente. Les places devraient continuer à se libérer dans les jours qui viennent. Oui, ça se joue sur plusieurs jours, effectivement, et les places se libèrent et il faut se reconnecter sans cesse. Vous évoquiez Sylvie Retailleau à l'instant. La ministre est également revenue sur les actes antisémites dans le supérieur. 244 incidents ont été recensés ces derniers mois dans les universités partout en France. 17 enquêtes administratives ont été diligentées puisque les autorités ont pu en identifier les auteurs. Sylvie Retailleau qui constate et qui confirme que les étudiants juifs ont peur d'aller en cours. Nous avons, et ils nous le disent, des étudiants juifs qui ont ce sentiment, effectivement, de ne pas être les bienvenus. Et ça, c'est intolérable. L'université, comme toute école et tout endroit du savoir, doit être un lieu où nos étudiants doivent être accueillis sereinement. Ils doivent venir en sécurité sereinement. Et donc, combattre des faits, il faut le faire, c'est intolérable. Combattre un climat, on le voit aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Et je peux vous dire que tout le monde se mobilise pour le faire. C'est pour ça aujourd'hui, nous n'avons pas de fac bloquées. Les facs comme Sciences Po ou autres, c'était quand même une minorité d'étudiants qui bloquaient ces facs par rapport à une majorité d'étudiants qui ont pu tous passer leur examen. Les examens se sont passés en France. Il faut savoir qu'à peu près, c'était 1800 étudiants sur nos 3 millions d'étudiants en France qui ont
fait ces blocages. Et sur un tout autre sujet, un rapport de l'inspection générale de l'éducation nous apprend que le dédoublement des classes n'a des effets que très modestes sur la réussite de nos enfants. C'était pourtant une mesure phare du gouvernement pour permettre aux élèves en difficulté d'avoir un meilleur accès à l'éducation dans des classes de 12 maximum. Mais effectivement, ce rapport nuance les bienfaits du dédoublement des classes de CP et CE1. Et figurez-vous que c'est une étude qui a été remise en avril 2023 à Pap Ndiaye, alors ministre de l'Éducation, et qui n'avait jamais été rendue publique par ses successeurs jusqu'aux révélations du journal Le Monde aujourd'hui. De façon générale, si des éléments positifs sont repérés concernant les apprentissages des élèves bénéficiant d'un enseignement en classe dédoublée, force est de constater que tous les bénéfices attendus de cette mesure ne sont pas encore obtenus aujourd'hui. C'est la conclusion de ce rapport. Mais ces auteurs n'appellent pas à la suppression de ce dédoublement, mais plutôt à un meilleur déploiement. De leur côté, les professeurs des écoles pointent une nette amélioration de leurs conditions de travail et d'études des élèves grâce à un meilleur climat dans la classe. Donc voilà, malgré des effets limités pour l'instant en termes d'apprentissage, les auteurs du rapport concèdent qu'ils n'ont, je cite, sans doute jamais vu de réforme ou de mesures du ministère bénéficiant de tels retours positifs des enseignants concernés. Et on termine avec la journée mondiale sans tabac et des mesures concrètes pour limiter la consommation de cigarettes chez les jeunes et chez les moins jeunes. Un rapport du Sénat qui propose d'augmenter le prix du paquet de cigarettes de 5% chaque année jusqu'en 2040. Chaque paquet coûterait alors 25 €. Mais selon Pierre Rouzeau, tabacologue à Toulouse, cette augmentation progressive ne modifiera pas le comportement des fumeurs. Le fumeur a besoin de fumer, il ne fume pas par plaisir. Il fume par nécessité. S'il n'a pas sa cigarette, c'est sa drogue, il est malheureux, il souffre. Il faut une augmentation drastique. Si on veut être vraiment efficace, c'est 20%, 50%. Mais c'est mini-augmentation, c'est ridicule. Ce matin, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, était sur France Inter. Elle a rappelé l'engagement du gouvernement en termes de santé publique. Pour elle, bien plus que l'augmentation des prix, c'est une politique globale qu'il faut mener. Moi, je pense que l'augmentation des prix peut potentiellement dissuader, mais ce que je vois aussi, vous savez, moi, je suis une élue de terrain, je suis élue à Reims, à 2 pas de la Belgique, je vois bien comment les choses se passent. Donc, les prix, c'est dissuasif. Les prix, c'est dissuasif, mais ça ne suffit pas. Il faut que chacun se rende compte des conséquences du tabac sur la santé de nos concitoyens. C'est ça le sujet. Et selon une étude de Santé publique France, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie que l'on fume le plus. Viennent ensuite le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France. C'est dans les Outre-mer que les taux sont les plus bas. À savoir qu'entre 2010 et 2021, l'Agence nationale a constaté que 6 régions de l'Hexagone ont connu une baisse significative du tabagisme. Il s'agit de la Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val de Loire, des Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.